Combien de fois nous entendons une demande chez l'autre qui n'est pas formulée? Combien de fois nous nous infligeons une obligation par rapport à une projection de ce que l'autre voudrait? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, si je ne m'abuse, ce sont probablement les dernières vidéos que je vais tourner. Mon mental est en train de partir en pointillé. Hier, il n'y en avait plus. Aujourd'hui, il est revenu en partie. Si je n'ai pas de mental, je peux pas faire de vidéo sur le déconditionnement mental ou ce genre de choses. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. C'est maintenant qu'il faut les poser. Je pense que, voilà, j'ai senti hier, quand il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'élan de faire des vidéos. Si on m'interroge directement, je réponds, mais comme vous ne pourrez pas le faire. Donc, voilà, vous êtes prévenus, c'est un peu maintenant ou jamais. En espérant que je ne reparte pas en arrière, bien sûr. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'égalité. D'égalité, mais pas que. Il y a d'autres choses qui vont arriver en fin de vidéo qui vont justifier pourquoi je voudrais vous parler d'égalité. Alors, cette notion d'égalité, l'égalité est un leurre. Soyons clairs dès le départ, l'égalité est un leurre. Nous avons ce besoin, on appelle ça la justice. La justice, c'est à la fois le respect d'une réglementation, donc une dureté par rapport à un absolu, c'est comme ça, et pas autrement. Et c'est aussi, c'est toujours de toute façon la justice et l'égalité par rapport à quelque chose de mental. Dans la nature, l'égalité, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu... alors je prends souvent l'exemple du lion. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit me parler quelque part. Nous avons rarement vu un lion en train de dire à un autre lion, bon vas-y, moi j'ai déjà chassé ce matin, c'est ton tour, après vous, je n'en ferai rien, non, je vous en prie. Cette notion-là est en dehors de la nature. L'instinct, c'est je suis le centre, je me préoccupe de moi. Alors, au niveau animal, il y a le centre et les autres sont pas forcément, parce que je crois qu'on se fait beaucoup d'idées sur le monde animal. Les découvertes récentes permettent de prendre conscience à quel point ceux qu'on le considérait comme des êtres inférieurs, sans conscience, sans âme, sans langage, sans intelligence, nous révèlent qu'ils ont à l'heure actuelle des prénoms. Les singes ont des prénoms, les éléphants ont des prénoms. Je pense qu'il faut aller plus loin. On découvre l'intelligence collective des fourmis qui est extraordinaire. On découvre que y a une communication, qu'ils ont le sens de l'humour. Enfin, bref, tout ce qui faisait l'apanage soi-disant de l'homme, on découvre que, en fait, les animaux l'ont. On découvre que les plantes communiquent, ont une intelligence, une sensibilité. Nous vivons finalement dans un organisme vivant où chacun a sa part, sa place au niveau où il en est de compréhension. Ça pour dire que cette notion d'égalité dans le mental de l'homme, c'est juste. Donc il y a un côté loi mentale dans notre construction. En tout cas, en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Je crois qu'en Amérique, je pense qu'on n'est pas dans cette construction-là, mais en France, on est construction de l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes donc construits avec cette idée que l'égalité est juste. Mais c'est quoi l'égalité? C'est un débat important qu'on a surtout dans l'éducation, l'égalité. Si je prends de manière concrète, il y a un pain au chocolat, on a faim, on est deux. L'égalité, c'est dire, hop, on coupe le pain au chocolat en deux, chacun à la moitié. C'est juste, c'est égal. Sauf que, il y en a un qui a 8 ans qui pèse 25 kilos, et il y en a un autre qui fait 2 mètres qui pèse 130 kilos. Pour celui qui a
qui a 8 ans, un demi-pot au chocolat, ça lui suffit peut-être pour avoir une sensation de satiété. Pour celui qui fait 2 mètres et 130 kilos, c'est même pas le début du creux d'une dent. Est-ce que c'est juste? Ils ont eu la même chose, mais est-ce que c'est juste? Si on regarde au niveau des besoins de chacun, les besoins de l'enfant de 8 ans ou de la personne de 8 ans, peu importe, c'est pas une question d'âge, et de l'autre, de la personne de 2 mètres, les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes en quantité. Bien évidemment. Alors, où est la justesse là-dedans? Qu'est-ce qui serait juste? Ce serait quoi l'égalité? Est-ce que l'égalité, ça serait finalement pas d'être dans l'inégalité, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers peut-être? Oui, mais l'autre, il a faim parce qu'il a pas mangé depuis 2 jours. Ah, alors, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que finalement, cette notion d'égalité, est-ce qu'elle existe? Je vais prendre un autre exemple. Vous dites peut-être l'alimentaire, ouais, c'est un peu facile. Prenons l'argent. On va tous mettre 20 € dans le pot pour le pot de départ de Roger. Ok. Tout le monde met la même somme. C'est égal. On est à égalité les uns avec les autres. Oh oui, mais Florence, elle, 20 €, ça veut dire qu'elle va jeûner 2 jours à la fin du mois parce qu'elle a 10 € par jour pour manger. Et vraiment pas 1 € de plus. Bertrand, lui, il va passer ses vacances aux Bahamas. Pour lui, 20 €, c'est même pas ce qu'il dépense en un quart d'heure. Qu'est-ce qui est juste? Ah bah oui, mais oui, donc alors si on met la même somme, alors c'est pas égal. Enfin, c'est égal dans la somme, mais c'est pas égal parce qu'effectivement Florence, elle en a plus besoin que Bertrand. Ok. Bertrand, il a travaillé très dur pour arriver là, pour avoir cet argent. Il a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Il s'est défoncé selon les normes de notre société. Hein. C'est pas quelque chose que je cautionne, mais oh oui, qu'est-ce qu'il a souffert. Florence, en fait, elle en est là parce que elle a fait ânerie sur ânerie, pour dire poliment les choses. Qu'elle a, qu'en fait, elle s'est laissée entretenir par ses mecs successifs et qu'elle a jamais voulu travailler plus que ça et qu'en fait, elle vient de trouver un boulot par piston, mais qu'en fait, elle s'en fout de tout et que... Ok, qu'est-ce qui est égal? Dans mon regard, dans mon angle de vue, l'égalité est une utopie. Parce que nous sommes tous différents à la base et dans la réalité. Nous sommes des êtres uniques. Nous avons tous des besoins différents à un instant T. À un instant T. C'est pas quelque chose, il a faim, elle a pas faim, donc voilà, non, c'est pas si simple que ça. À cet instant T. Ok. Et puis, quels sont les jugements moraux de l'observateur pour savoir si c'est égal ou pas, par rapport au vécu de chacun? Les jugements moraux. Florence, elle a, selon les normes sociales, déconné toute sa vie. Bertrand a travaillé dur. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste? Vous remarquez que je parle d'égalité et de justice. Dans mon esprit, on est de toute façon sur un concept moral qui nous parle de la même chose. Peut-on arriver à une notion d'égalité alors que nous sommes tous dans l'inégalité de la différence? À chaque seconde, les choses sont différentes. Dans ce cas-là, peut-on être dans une notion de justice? Peut-être que la justice est une utopie. Peut-être que l'égalité est une utopie. Bah oui, mais alors attends, comment on fait? Comment?
Ici, on va trouver. Mon mental, il est incapable de savoir ce qui est juste ou pas parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'absolu. Comment à cette seconde sentir? Bah déjà, pas vouloir être dans la notion d'égalité pour les autres. C'est-à-dire, nous amener à la notion de responsabilité dont parle Lise Bourbeau. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité ici de cet être-là, de cette enveloppe-là, de cette vie-là, de cet avatar-là. J'ai l'entière et la totale responsabilité de cet être. En revanche, Florence et Bertrand, ils ont la totale responsabilité, totale, de leur être, et de leur vie, et de leur parcours, et de leurs expériences de vie. Cette totale responsabilité, elle me dit que quand je me retrouve dans une situation où il y a d'autres personnes, je vais chercher dans mon cœur qu'est-ce qui est juste. C'est-à-dire que si je me retrouve avec Florence et Bertrand et le pain au chocolat, moi, là, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'ai très très faim. J'ai pas mangé hier pour X raisons et j'étais très faim. Donc c'est vrai que, eh bien, je le mangerais bien en entier ce pain au chocolat. Comment c'est pour vous? Vous voyez que déjà on est dans simplement l'expression de ses besoins, parce que comment prendre des décisions sans connaître les besoins de chacun et le ressenti de chacun? Ça, c'est pour la première étape, exprimer ses besoins. Quand c'est de donner quelque chose, parce que vous remarquez que là, c'est pas le même exemple, pardon. Entre le pain au chocolat et l'argent. L'argent, c'est je donne quelque chose, le pain au chocolat, c'est je reçois quelque chose. Donc, dans ce recevoir, on va pas chercher à être juste, on va chercher à voir ce qui convient à chacun. Je crois que là, c'est la nuance la plus importante. Qu'est-ce qui convient à chacun? Il s'agit pas de trouver une justice, une égalité, il s'agit de trouver un apaisement de chacun qui se sent entendu déjà dans ses besoins. Et Marshall Rosenberg nous dit que c'est pas tellement le fait, c'est pas ce qu'on va recevoir qui est important, c'est le fait qu'on soit entendu, mais je rajoute par nous-mêmes, dans nos besoins. Donc déjà, de pouvoir rentrer en nous, s'écouter, s'entendre, exprimer. À la limite, ce qui se passe après, c'est pas très important dans nos vies. Vous dites peut-être, ouais, non mais attends, si t'as pas mangé depuis une journée un pain au chocolat, j'ai déjà jeûné pendant plusieurs jours. C'est pas le problème de ne pas manger. Le problème, c'est quand nous vivons cela comme une injustice, comme un manque, comme quelque chose de triste, d'agressif, de violent, de négatif. Quand on se dit, je vais jeûner et ça va me faire du bien, ça va me faire un bon nettoyage, c'est extrêmement joyeux le jeûne. Donc ce n'est jamais la réalité, c'est toujours comment on la vit qui crée la joie ou la tristesse, les sentiments positifs ou les sentiments négatifs. J'en reviens. Alors, juste pour finir sur cet exemple du pain au chocolat, quand chacun a exprimé ses besoins, l'étape 2, quand même que vous ayez un peu une idée d'où ça va, eh bien, c'est d'arriver à la petite danse qui est, en fonction des besoins de chacun, comment chacun peut être entendu et comment on peut trouver des solutions. Là, il y a un pain au chocolat, il y en a peut-être d'autres ailleurs, comment sur l'instant on s'organise, ah bah t'as l'air d'avoir le plus faim, bah, prends-le maintenant et nous on prendra le truc qui arrivera plus tard, ou alors on coupe, voilà, ou enfin... une fois qu'on est d'accord sur les besoins, les stratégies, ça se résout très facilement. Marshall Rosenberg, qui avait été appelé de nombreuses fois dans des conflits, en particulier au Rwanda, vous imaginez
ces massacres ethniques, comme c'était compliqué entre... alors je me souviens plus du nom, il y avait les Tutsis et je me souviens plus de l'autre ethnie, mais bon. Il était là en tant que médiateur. Et ce qu'il racontait, c'est que une fois, ça a mis des heures, je crois même peut-être des jours, avant que chacun exprime ses besoins, parce que d'abord ils étaient dans la violence, l'affrontement. Mais une fois que chacun a pu exprimer ses besoins, ce qu'il voulait en fait, ce dont il avait besoin, qu'est-ce qui était important pour lui, je vais le dire comme ça, c'est pas exactement ça, mais c'est ça l'idée, les besoins. Eh bien, besoin de sécurité aussi de l'autre côté, besoin d'avoir un cadre, etc. Une fois que les besoins de chacun ont été exprimés, ça a mis 20 minutes à résoudre le conflit, c'est-à-dire à trouver des stratégies concrètes. Juste 20 minutes. Après je vais pas dire d'âneries, des années, je suis pas sûre, mais de guerre et de massacre, 20 minutes. Ok. J'en reviens à l'exemple de l'argent. Parce que là, on est dans donner. Et après, je vais revenir sur l'exemple du recevoir parce que vous allez voir les implications par rapport au loto, par exemple. Dans le donner, il va s'agir donc de quelque chose qui sort de soi, d'un don de soi, de son temps, de son énergie, de son argent, de quoi que ce soit, que l'on considère comme le soi, puisque c'est aussi quelque chose de totalement mental, mais bon, c'est pas la question aujourd'hui. Ce don de soi, il va être complètement ici. Complètement ici. Là, il s'agit pas de voir, ouais, mais l'autre a besoin. Non. Ma responsabilité, c'est de gérer ces ressources-là. Et là, mon mental, c'est pareil, il ne peut pas m'aider à gérer. Pourquoi? Parce que le mental est déconnecté de mon ressenti. Dans notre conditionnement, on est là. Il faut, je dois, c'est bien, c'est pas bien. Si vous avez écouté plusieurs vidéos sur le déconditionnement mental, sur comment ça fonctionne, vous vous apercevez dès que vous rentrez, comme la semaine dernière, vous vous apercevez quand vous rentrez sur comment vous vous comportez à vous-même, quand vous regardez cela, vous vous apercevez que, en fait, votre attention, elle n'est pas vers vous-même. Notre mental nous amène systématiquement, alors ça fait quelques années que je fais du déconditionnement mental sur moi-même, je n'ai pas trouvé, et je dois approcher des 300 croyances au moins, je n'ai pas trouvé sur 300 croyances une seule fois où une croyance mentale me permettait de rester en connexion avec moi-même. Donc le mental nous déconnecte. Le mental, c'est en fait comme un casque de réalité virtuelle qui nous emmène dans un autre monde. La réalité, elle est douce. La réalité, c'est les choses sont et je m'adapte. Voilà, il y a un obstacle, pouf, je contourne. Il y a un chien qui aboie, je l'évite, je lui mets un coup de pied s'il vient m'attaquer, je me défends, enfin voilà, c'est pas un problème. Je fais ce qu'il faut. Notre mental, lui, casque de réalité virtuelle, il raconte des histoires. Ah ouais, mais là, le chien, il vient m'attaquer. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est encore de ma faute. Oh là là, le propriétaire, il devrait le tenir en laisse. C'est insupportable, ces gens-là. Le manque de respect envers les autres. Et blablabla, et blablabla. Comment je suis pendant ce temps-là? Déjà, je m'adapte pas à la réalité parce que je suis en train de partir ailleurs. Et en plus, je suis malheureuse. Ou malheureux. Parce que je suis pas dans la présence, je suis pas maintenant. Je suis ailleurs. Et je vis pas ma vie. Bref. Donc, dans l'acte de donner, je suis entièrement centrée sur moi. Je lâche mon mental qui m'en empêche et je vais juste regarder comment c'est dans mon cœur, est-ce que c'est juste ou pas.
combien je vais donner pour le pot de départ de Roger. Je sais qu'il me reste, imaginons, je sais qu'il me reste, si je suis à la place de Florence, je sais qu'il me reste donc 20 €, il me reste 2 jours, et que si je donne 20 €, je n'ai plus rien à manger. Comment c'est pour moi? Est-ce que j'ai envie de participer quand même? Déjà, quel est mon élan? Oui, j'aime bien Roger, j'aimerais donner quelque chose. Ok. Donc il y a un élan de contribuer, d'accord? Ça, c'est un besoin. Est-ce qu'il y a un autre besoin? Bah oui, il y a quand même le besoin de me préserver parce que oui, j'ai faim. Ok. J'ai 2 besoins. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, tout est là. Bon, comment je danse? C'est aussi la petite danse entre ces 2 besoins. Donc il n'y a pas d'absolu, il y a comment là je me sens pour m'arranger à l'intérieur de moi entre ces 2 besoins. Vous voyez déjà que j'ai regardé en moi-même, que j'ai écouté, et ensuite je vais exprimer à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est ok pour moi. Qu'est-ce qui est ok pour moi? Et là j'ai des stratégies et j'en ai plusieurs. Ça peut être, mais pour l'instant je m'occupe pas du monde extérieur, je suis ici. Ça peut être, bon bah je suis prête là à me passer d'un repas sur les 2 jours. Donc un repas, allez, je peux monter à 5 €. 5 €. Peut être ça. Une autre stratégie, une fois que je suis claire ici et que j'ai pas demandé aux autres leur accord, leur approbation, leur validation, moi c'est ma décision dans mon monde. Et ça, nous sommes peu à le faire. Ma décision dans mon monde. Après, je vois comment cette décision, elle danse avec les autres, mais l'écoute de mes besoins, elle est là. Je vais pouvoir faire une demande à l'extérieur. Alors je prends cet exemple, mais il est valable pour tout. Hein. On me demande quelque chose, qu'est-ce que je suis prête à donner? Sans m'occuper de l'autre, d'abord je m'occupe d'ici par rapport à ce qui est demandé. D'abord c'est là, c'est dans ma responsabilité de la gestion de mes ressources. Je vais revenir après là-dessus. Donc, une fois que c'est clair ici, je danse avec le monde extérieur. Écoutez tout le monde, plusieurs collègues, écoutez tout le monde. J'aimerais beaucoup contribuer parce que j'aime bien Roger et en même temps, ça me veut dire sauter des repas. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour que l'un d'entre vous m'avance 10 € ou que plusieurs personnes mettent 1 € de plus pour arriver à 10 € et puis je vous rembourse d'ici la fin du mois prochain. Je vous fais, si vous voulez, une reconnaissance de dette par écrit parce que là, j'avais pas prévu et ça va être compliqué pour moi. J'ai vraiment besoin de manger quand même. C'est une proposition. On fait une demande. L'autre peut dire non, attends, moi je suis pas d'accord avec ça. Ok. Et ils ont le droit de pas être d'accord parce qu'ils ont leurs propres besoins et surtout leurs propres conditionnements, leur façon de penser. L'égalité, c'est tout le monde veut 20 €. Ok. Et ils ont le droit d'être dans le conditionnement. Le problème, c'est que nous voulons que les autres nous valident dans notre différence. Mais nous ne sommes pas dans une société où l'autre peut nous valider dans notre différence. Et de toute façon, le problème n'est pas que l'autre nous valide dans notre différence, le problème est que nous nous validions dans notre différence. C'est-à-dire que nous acceptions de nous aimer alors que nous sommes différents, alors qu'on n'est pas dans l'égalité, qu'on n'est pas comme les autres, qu'il y en a qui arrivent à donner beaucoup et moi pas. Oh, bah alors je suis nulle, je suis mauvaise? Non. Je suis un être différent. Pendant, je dirais presque toute ma vie, j'ai souffert de ne pas pouvoir donner autant que les autres. J'ai l'impression d'être quelqu'un de très avare, de très pingre, et je l'ai probablement été d'ailleurs.
Au niveau de l'argent en particulier, j'ai l'impression que j'étais toujours en dessous. Mais en réalité, quand je regarde maintenant un peu plus objectivement, je donnais énormément sur ce qui m'était possible de donner. Et je ne donnais pas sur là où mes croyances me l'interdisaient. Mais cela, c'est ni bien ni mal. Le problème, c'est que quand nous avons dans la tête un jugement qui dit c'est l'égalité, c'est tout le monde fait la même chose, tout le monde est pareil, donc quelque part une version du communisme que nous avons dans la tête, c'est terrible, parce que nous ne pouvons pas être différents, nous ne pouvons pas être nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous adapter avec souplesse à nos besoins. Il y a deux choses que je voudrais dire pour terminer. La première qui correspond à cette idée de donner aux autres, en particulier dans l'aide aux autres. Il y a énormément de fois, et je me fais aussi souvent avoir que vous, où nous croyons que l'autre a besoin de nous. C'est faux. Regarde-toi dans les yeux, c'est faux. Enfin, jamais, hein. Troisième œil. On ne regarde jamais personne dans les yeux pour des raisons énergétiques, sinon on récupère la négativité. Je le rappelle au passage. C'est faux que l'autre a besoin de nous. Là, je suis plus dans ma responsabilité, je suis en train d'empiéter dans la vie des autres. Je viens dans leur vie, je rentre, je m'installe chez eux, littéralement. Et pourquoi? Parce que ça gonfle mon ego. Parce que c'est bien d'aider les autres. Si on m'avait dit petite, aider les autres, surtout pas. C'est mal élevé. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal? Eh bien, je m'empêcherais d'aider les autres. Alors aider les autres, c'est bien, c'est mal, bah alors, c'est ni bien ni mal. C'est ici. Qu'est-ce qui est juste? Mais attention. Si j'ai un élan pour aider les autres, il doit correspondre, et rarement, il doit correspondre à une demande de l'autre. Sinon, c'est de l'emprise. Vous empêchez l'autre de souffrir. Pourquoi? Parce que vous empêchez l'autre de souffrir, vous empêchez toujours l'autre de souffrir pour vous aider, vous. Parce que si vous voyez l'autre souffrir, vous vous sentez mal. Parce que si vous voyez l'autre souffrir, vous vous sentez coupable. Ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est pour vous que vous faites ça. Vous rentrez dans la vie des gens, et je dis vous, mais moi aussi, hein. Moi aussi, oh là oui. Je rentre, et nous rentrons dans la vie des gens, pour eux. Non, non. Parce qu'ici, ça fait du bien. On est une bonne personne. Foutons la paix aux autres. Que ce soit pour leur dire comment bien gérer leur vie, comment bien se tenir à table, comment résoudre leurs problèmes, foutons la paix aux autres. Le seul moment où effectivement cet élan qui est naturel, hein, en réalité l'élan de bienveillance est naturel, mais où cet élan a une justesse harmonique vibratoire, c'est quand l'autre me demande de l'aide. Oh, écoute, j'ai un souci, je peux t'en parler, j'aimerais bien avoir tes conseils. J'aimerais bien avoir tes conseils, c'est pas juste je peux t'en parler. Si c'est je peux t'en parler, bon, bah, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Ça s'appelle l'empathie, une écoute empathique, j'écoute. J'ai rien à dire, je suis juste présent. Nous, ouais, on va ouvrir notre bouche. Combien de fois nous entendons une demande chez l'autre qui n'est pas formulée? Combien de fois nous nous infligeons une obligation par rapport à une projection de ce que l'autre voudrait?
notre vie se décompose en 2 étapes. J'imagine un truc sur l'autre. Je m'inflige quelque chose que je ne veux pas. Et c'est relié comme ça. Comme ça. Je m'inflige un truc que je ne veux pas parce que j'imagine quelque chose qui vient de l'autre. Un besoin. Je vous rappelle cette notion de responsabilité. Chacun est responsable de soi. Et je vous rappelle aussi quelque chose. C'est qu'il n'y a pas une seule stratégie dans l'univers pour nourrir un besoin. Vous en ai donné des exemples pour l'argent, j'en ai donné 2, mais on peut en trouver une dizaine. C'est juste une question d'imagination, de voir ce que chacun propose. Mais pourquoi se croire le centre? Ah, si c'est pas moi qui résous le problème de l'autre, sa vie est foutue. Il va pas pouvoir s'en sortir sans moi. C'est pas un peu égotique, ça? Ce côté que l'on a. Il y a une chose que je traverse en ce moment, c'est que, en réalité, finalement, quand on n'aide pas l'autre, dans beaucoup de cas, il va mobiliser ses propres ressources et se débrouiller tout seul et s'en sortir tout seul. Ça veut pas dire de jamais aider les autres, ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que aider les autres, parfois, ça peut être aussi dire non. Si vous sentez qu'il a le potentiel pour s'en sortir, si vous sentez que c'est intéressant pour lui, que ça va lui apporter de trouver d'autres solutions que vous, parce que en particulier dans une famille, alors là, les parents savent bien, pour les enfants, on est la solution. Quand les parents vieillissent, l'enfant, c'est la solution du parent. Mais la solution, la seule, l'unique. Ah ben oui, mais si tu fais pas ça, alors comment je vais faire? Eh ben, tu vas trouver des solutions. Il y a d'autres personnes au monde que moi. Je ne suis pas le pourvoyeur de solutions ou la pourvoyeuse de solutions. Je ne suis pas l'unique ressource. Et comme d'habitude, c'est pas binaire. C'est-à-dire que je peux dire non 4 fois de suite et à la 5e, pour ce truc-là, ouais, là, je sens que c'est juste. C'est effectivement plus facile à voir et à sentir quand vous sentez que l'autre vous fait une demande dans l'ego. C'est-à-dire que il n'a pas envie de mobiliser ses propres ressources. C'est plus facile. Vous êtes la facilité. C'est plus facile de dire non. Parfois, on sent un vrai désarroi chez l'autre, qui vient de son âme. Et là, c'est plus difficile. Mais là, est-ce qu'il faut dire non? Je ne sais pas. Mais si on considère un enfant qui apprend à marcher, il va tomber 3000 fois, jusqu'au moment où il saura marcher. Quand il tombe, l'aider, c'est peut-être venir près de lui, ne pas le relever. Juste venir près de lui, se mettre à sa hauteur et lui dire « Moi aussi, je suis passé par là, c'est difficile. » Tendre sa réponse. « Mais tu vois, je suis certaine que tu vas y arriver. Ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, en tes capacités. » Et l'encourager à s'en sortir seul, par ses propres moyens. Quand on arrive à faire ça, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Il y a une prise de confiance. Ouais, j'y suis arrivée, je suis fière de moi. Et mon cœur s'ouvre. Quand c'est maman qui m'a relevée, qui est venue me secourir à chaque fois, ou ma grande sœur, ou mon voisin, ou mon chichi, ou mon meilleur pote, comment je me sens? Est-ce que je suis fière de moi et de mes capacités? Il n'y a pas d'absolu, c'est toujours un juste milieu. Je ne peux pas, moi toute seule, porter une poutre en chêne de 50 kilos, ça c'est clair. Donc, je vais essayer de trouver de l'aide.
Et si je ne trouve pas d'aide, qui est quand même la facilité, je vais mettre en place un système ingénieux de poulies, de cordes, mais il y a des solutions. Dans tout, il y a des solutions. D'accord? Donc, j'avais dit qu'il y avait deux choses. Ouais, la deuxième et dernière chose, c'est que, alors, juste pour conclure quand même sur ça, cessons de vouloir solutionner les problèmes des autres. Laissons-les autant que possible solutionner leurs problèmes seuls. Aider quelqu'un, ça veut pas dire, solutionner, ça veut dire le mettre en capacité qu'il résolve seul ses problèmes. Ça, c'est la meilleure aide qu'on peut apporter. Je le redis, allez, un petit coup. Aider quelqu'un, réellement, c'est lui permettre de s'en sortir tout seul. Donc, contribuer à ce qu'il trouve ses propres ressources. Ok? Le dernier point. J'en reviens à mon histoire de l'auto tout à l'heure pour conclure. En fait, quel est le rapport avec l'histoire du pain au chocolat, de recevoir? Quel est le rapport avec le loto? Alors, je parle du loto, mais je parle du loto comme, en fait, pour symboliser le recevoir en général. Quand je crois qu'il y a une notion d'égalité, que c'est pas juste s'il y en a un qui reçoit plus que les autres, on ne peut pas me donner davantage que les autres. On ne peut pas gagner au loto, ce serait injuste. Bah oui, les autres, ceux que je connais, que je côtoie, ils ont pas le loto. Donc, non. Ils ont pas un salaire aussi élevé que le mien. Alors ce serait pas juste. Évidemment, ce que je dis n'est pas conscient. C'est juste, si je rentre dans cette notion d'égalité, il est donc inconcevable pour nous, avec nos jugements moraux, de dire, être dans l'inégalité, c'est mal. Bah oui, c'est mal de favoriser quelqu'un, c'est mal d'en vouloir plus que les autres. J'avais fait une vidéo là-dessus. En vouloir plus que les autres. Donc cette notion de recevoir, elle est bloquée avec cette notion d'égalité. Quand vous croyez que l'égalité c'est tout le monde pareil, vous vous empêchez l'inégalité de l'abondance. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Ça peut vraiment être la fin d'un jour à l'autre. Je vais voir si j'ai le temps de tourner une deuxième vidéo. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.